Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on perd la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous raconter ici l'histoire que j'ai vécue il y a cela quelques années dans la ville de Douala au Cameroun. C'est l'histoire d'un ami qui, vraiment, est allé nager et a perdu la vie. L'histoire se déroule comment? Un beau jour, pendant le mois du Ramadan, je me rendais à la mosquée après l'école. Je me rendais à la mosquée et puis je suis tombé sur le groupe d'amis. Je salue, bonsoir les gars, bonsoir. C'est quoi le programme aujourd'hui? On joue au ballon, on fait du vélo, c'est comment? Ils me disent non. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'aller nager à Bois des Singes. Bois des Singes, c'est une zone près du cimetière de Douala. Là, il y a de l'eau. Bon, je peux dire comme une, je sais pas, je peux dire l'eau, une rivière. En fait, il y a une partie de la Sanaga là. Ok, sans souci. Il leur demande, bah les gars, est-ce que je peux venir avec vous? Ils me disent non. Ils me disent non parce que à moi, à cette époque-là, moi j'étais une grosse balance. J'étais une grosse balance, une grosse poucave. Il suffisait juste que tu me menaces un peu un jar et puis voilà, je vomis tout. Ils m'ont dit non, toi t'es une poucave, on peut pas venir avec toi. J'ai dit ok. Et du plus de ça, t'as pas l'argent de transport pour venir. J'ai dit ok, y a pas de souci. Je suis moi rentré chez moi après avoir prié. Après avoir rompu le jeûne, donc, je me rends à la mosquée à 19h. J'ai pris et lorsque je perds les ablutions, bah, je me dis, je vais sortir de la mosquée pour aller refaire les ablutions. Et en sortant de la mosquée, donc, je vois mes amis, ils arrivent avec euh, un parent derrière qui les suivait pour me demander, ah, tel, est-ce que tu n'aurais pas vu, disons, A dans le quartier parce que depuis on le cherche, on ne l'a pas vu. Au début, je voulais d'abord dire que mais A était avec vous en journée, non? Ah, mon cœur m'a dit non, ne dis pas. Et puis voilà, dis que tu n'as pas vu tout court. J'ai dit, genre, j'ai pas vu. Et puis le lendemain, déjà, on était dans une école coranique. Le marabout, lui, il avait suspecté quelque chose d'étrange parce il les avait vus tous ensemble en journée. Et en soirée, il manque une personne. Le marabout, donc, à l'école coranique, il a dit ce jour-là, ce jour d'aujourd'hui-ci, il n'y aura pas d'école coranique où tout le monde rentre sauf vous. Bah, nous sommes restés là à l'école coranique. Bah, moi, j'étais déjà pas impliqué dans l'affaire, mais je suis quand même resté avec eux pour écouter l'histoire. Bon, nous sommes là, voilà. Après, le marabout les dit, voilà, je sais que hier, vous étiez tous ensemble avec un tel, avec A, ensemble hier, en journée. Mais la nuit, vous n'êtes plus ensemble. Ça veut dire donc que vous savez où A se trouve. Ils ont commencé à nier d'abord. Au début, ils ont nié. Ils ont nié à fond. Et puis, le marabout, il est allé à la maison. Il a récupéré son couteau. Il avait un couteau d'une lame d'environ 50 centimètres. Il leur a dit, bah voilà, si vous ne dites pas la vérité, je vous coupe la tête. Ils ont paniqué, pris de panique, ils ont donc dit, bon, voilà,
ce qui s'est passé. Nous sommes allés pour nager et puis nous sommes arrivés. Arrivés donc à l'eau, on voulait donc entrer et puis on a vu un policier qui était dans les parages. Il nous a chassés, il nous a recommandé de rentrer chez nous et puis nous, c'est entêté, nous sommes entrés dans l'eau. Et après être entré dans l'eau, quelques minutes après, on a vu le même policier revenir et puis on voulait se cacher. On s'est caché donc sous l'eau. En se cachant sous l'eau, donc nous sommes tous sortis et voilà, l'autre, lui, il ne pouvait plus sortir. On se rend compte que voilà, il est en train de se noyer et quand on essaie de plonger pour le, le sauver, on se sentait aussi emporté. Apparemment, il y a quelque chose qui le tirait dans l'eau. C'est ce qu'il raconte au marabout. Et le marabout, tout de suite, a appelé les parents de la personne et puis il a dit, voilà, allons à tel endroit. Ils se rendent à tel endroit et puis voilà, ils trouvent le corps de mon ami en question qui était mort, noyé. Le corps était amoché. Vraiment, c'était horrible à voir. C'était vraiment, vraiment horrible à voir. Et voilà, ça s'est passé très vite. Ils ont amené le corps à la mosquée. Voilà. C'était juste tout près du cimetière, ou près du cimetière, il y avait une mosquée là. Ils ont lavé le corps là. Et puis ils ont fait la prière mortuaire et allé enterrer le corps. La moralité de l'histoire ici, c'est que, voilà, lorsque vous vous rendez à un endroit, quelqu'un vous dit en chemin de ne pas y aller, ne vous entêtez pas, respectez la parole de cette personne. Cette personne peut être un envoyé de Dieu ou, ou quelqu'un qui connaît les lieux par cœur. Voilà. Moi, déjà, je remercie Dieu parce que Dieu m'a préservé d'y aller, d'y assister à la scène. Peut-être ça serait même moi qui serais resté si j'y partais parce que moi, de ma vie, je ne suis jamais allé nager. Je ne sais pas si je sais nager ou pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, écoutez vraiment les paroles des gens que vous croisez en route lorsque vous vous rendez quelque part ou vous voulez faire quelque chose. Écoutez vraiment les conseils qu'on vous donne. Voilà. Passez une bonne journée et je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit remplie de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité et beaucoup de succès à tout le monde. Soyez bénis. Que la paix soit sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je viens encore avec une histoire qui se passe toujours au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Excusez-moi, mais je ne raconte que des histoires que j'ai vécues moi-même ou encore qu'on m'a racontées parce que je viens justement du Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire. Donc voilà. Donc il s'agissait d'un monsieur qui était très riche et qui avait un parking automobile. Il vendait des voitures, il mettait des voitures en location et bien d'autres choses. Il avait un service de laverie, tout ça. Donc voilà, c'était quelqu'un. Et il en avait plein. Il avait 4 parkings auto dans la ville. Et ce dernier donc avait énormément de voitures dans les parkings. On connaît tous les parkings automobiles, hein. Il y a beaucoup de voitures, tout ça. Donc ce monsieur-là, il avait toujours de belles voitures. Ses voitures brillaient, ses voitures étaient toujours belles. Ses voitures attiraient, tout ça. Donc c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment, vraiment, c'était des pépites. Et donc, un jour, ce monsieur engage donc un nouveau gérant qui devient très vite son petit de confiance, son homme à tout faire. Vraiment, il avait énormément confiance en ce petit-là. Et le petit n'avait vraiment pas des moyens. Il se débrouillait seulement avec ce qu'on lui payait et tout pour la gérance des parkings et tout. Et un bon matin, le petit a vu le monsieur. Il dit: ah, mais chef, moi je vous vois, vous êtes toujours bien habillé, vous avez toujours de l'argent, les parkings. Tous les jours, une nouvelle voiture rentrait dans chaque parking.
tous les jours, une nouvelle voiture rentrait dans chaque parking. Ah, mes chefs, comment ça, tous les jours, une nouvelle voiture, une nouvelle voiture? On dort, on se réveille, une nouvelle voiture. On dort, on se réveille, une nouvelle voiture. Franchement, moi, j'aimerais trop atteindre votre niveau. J'aimerais trop devenir comme vous. J'aimerais vraiment, moi aussi, ouvrir mes propres parkings et tout ça. Le monsieur lui dit, ah, mais mon petit, si tu veux que je te donne le secret, faut que faut que tu aies le cardio. Est-ce que tu es prêt? Le petit dit, moi, je suis prêt, chef. Je suis prêt. Franchement, si c'est pour devenir millionnaire comme vous, comme ça, là, connu, célèbre de tous. Non, 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 non. Parce que le monsieur était connu de tous. Partout, il passait, tout le monde le connaissait jusqu'au... Il était vraiment au sommet. Et tous les chefs de la ville, tous les responsables, les ministres, députés, et autres, dans toutes les sociétés. Franchement, il était connu de tous. Et tout le monde conduisait les voitures, achetait chez lui, louait chez lui. Franchement, c'était un grand monsieur. Après, le petit qui était vraiment cupide, donc lui disait, ah, moi vraiment, il faut sûrement que je découvre. Vous devez me montrer comment je dois faire, formez-moi, tout ça, tout ça. Lui croyant que c'était une formation qu'il allait avoir, le monsieur lui a dit, bon, je te donne une semaine, va à la maison, essaie de réfléchir à ce que tu veux réellement. Et si vraiment c'est ce que tu veux, reviens vers moi et je t'emmènerai où tu pourras vraiment atteindre le sommet. Le petit est parti, il a dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 5e jour, il a dit non, non, je ne peux pas attendre une semaine, c'est trop. Il dit, chef, je suis prêt. Moi, je suis prêt, je suis déterminé, je veux que vous puissiez me montrer le chemin. Et son chef qui dit, bon, d'accord. Donc demain, rendez-vous à minuit ici au parc auto. On va aller, je vais t'emmener. Je dis, ah, mais chef, minuit, pourquoi? Le chef dit, oui, t'inquiète pas, à minuit, c'est bon, parce que moi, j'ai des choses à faire et je serai libre à minuit, donc ne t'inquiète pas pour ça. Minuit. Ok, d'accord. Sans se douter de quelque chose, le petit part. Il revient donc à minuit. Le lendemain, à minuit, il revient. Le chef vient le chercher dans une magnifique voiture d'MG, c'est-à-dire que cette voiture-là, peut-être que c'était même vraiment une voiture jamais vue, peut-être le seul à avoir ce genre. Donc, une voiture vraiment très belle en fait. Vraiment très belle voiture. Une magnifique voiture, grande voiture, franchement une belle voiture. Bien noire, vitres fumées, tout ça, avec de belles jantes, de beaux pneus, une voiture magnifique. Et le petit qui dit, ah, mais chef, ça c'est encore une nouvelle voiture. Le chef qui dit, oui, vas-y, monte, t'inquiète pas. Il dit, non, chef, il dit, monte, vas-y, ne t'inquiète pas. Ok, le petit monte, tout, il est bien, il était content, il était vraiment impatient. Il se dirige alors sur la route de la Côte Sauvage. Donc, à Pointe-Noire, à la mer, là, on appelle la mer là-bas la Côte Sauvage. Donc, il se dirige alors sur la route de la mer, tout ça. La voiture est en train de rouler. Ils arrivent à la mer, la voiture donc quitte la voie du goudron. Et la voiture descend donc sur la voie du sable. Le sable. Et le petit qui dit, mais chef, on va où? On est en train d'aller droit dans la mer, là. Et le chef dit, ne t'inquiète pas, je t'emmène. Il dit, mais chef, mais c'est dans la mer qu'on est en train de partir. La voiture est en train de rouler, la voiture est en train de rouler, la voiture est en train de rouler. Et le petit veut ouvrir la portière. Le chef bloque les portières. Il bloque les portières. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'emmène. Ne t'inquiète pas. Le petit part et tout, il rentre. Ils sont rentrés dans l'eau. Donc la voiture est rentrée dans l'eau. Et à un moment donné, le petit a perdu connaissance. Quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est dans une sorte de bulle ou dans une sorte... Il dit, mais où est-ce qu'on est? On est toujours dans la voiture. Le chef dit, non, non, on n'est pas dans la voiture. On est dans le royaume. Tu voulais découvrir comment moi je fais pour avoir les voitures, non? Comment moi je fais pour avoir tout cet argent? Comment je fais, non? Mais voilà, voilà la source de mon secret, de mon argent. Il dit, mais chef, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, viens, je vais te présenter au grand maître. Donc,
il vient, il se rapproche, il y a un temple là, et il y a le monsieur qui est juste à côté. Un monsieur qui était là, un peu comme vraiment, il ressemblait un peu à, je peux dire, à une sirène. Donc, le, le chef en question qui dit à son grand maître que, ah, grand maître, voici le disciple que je vous ramène et tout. Et le grand maître qui dit chez le petit, donc tu veux avoir de l'argent. Le petit est là, tout hésitant, il tremble, il a peur, il dit oui, oui, oui. Le grand maître lui dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il dit, oui, oui, je suis prêt à payer le prix. Le grand maître dit, d'accord. Je vais te donner de l'argent, je vais te donner tout ce que tu veux. Tu seras riche, tu seras influent, tu auras tout ce que tu veux. Mais il y a un prix à payer. Tu as une fille, donne-nous ta fille. Ensuite, nous allons te donner le succès et la richesse. Il dit, comment ça? C'est la seule fille que j'ai. Je ne peux pas la donner. Et en plus, je ne savais pas qu'il y avait une condition et tout. Moi, je vois que mon chef, il a beaucoup de voitures. Il est vraiment... Il dit, oui, mais ton chef aussi est passé par là. Lui aussi, il a rempli ses conditions. Il a fait des sacrifices pour en arriver là où il est. Donc, toi, on te demande alors ta fille. Si tu nous donnes ta fille, on te donnera la richesse. Le petit qui dit non, je ne peux pas donner ma fille. Comment je vais donner ma fille? Je ne peux pas donner ma fille. Il dit si, tu dois donner ta fille. Et le grand chef qui se rapproche de lui, on lui dit que accepte seulement, parce que si tu n'acceptes pas, tu ne pourras plus ressortir de là. Une fois que tu rentres ici, tu ne peux plus ressortir. Donc vas-y, accepte, fais le sacrifice, toi aussi tu deviendras riche. Le petit donc dans l'élan, il se dit je vais accepter. Et en sortant de là, je vais aller à l'église, je vais me confesser, tout ça. Il a accepté et tout. Il a dit, ok, j'accepte de donner ma fille, tout ça, de faire le sacrifice, tout ça, tout ça. Le grand chef qui dit, d'accord, vous pouvez partir et vous reviendrez donc demain. Et il s'est endormi et il s'est réveillé, en fait, il n'était plus dans l'eau, il était à l'extérieur maintenant. Après, le lendemain, il est venu voir son chef en question dans leur bureau là-bas. Il dit au chef, mais chef, ce qui s'est passé là, vraiment, moi, je n'ai rien compris. À quel moment on est arrivé là-bas? À quel moment le chef qui lui dit, tu n'as pas besoin de comprendre. C'est mystique, tu ne peux pas comprendre. Tout ce qu'on t'a demandé de faire, tu dois le faire. Vu que tu as accepté de donner ta fille en sacrifice, le grand maître va se charger de tout. Toi, attends juste. Il dit non, 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 moi je ne veux plus donner ma fille. Moi je voulais juste sortir de là parce que quand tu m'as dit qu'il faut que j'accepte, j'ai accepté. Mais je ne veux pas, je ne veux plus donner ma fille. Je ne veux plus rien. Le monsieur lui dit non, mais c'est trop tard. Ta fille, on l'a pris en fait. Tu ne peux plus repartir en arrière. Tu as accepté, tu as dit oui. Donc toi, attends juste que tout se passe bien, que tu reçoives enfin ta part de fortune. Il dit non, c'est pas possible. Je ne veux pas donner ma fille. Je voulais juste sortir de l'eau où j'étais. Je ne pouvais pas rester là-bas et tout. Il panique, il commence à crier et tout. Et il s'en va rapidement. Il prend la route donc pour aller voir quelqu'un, pour se confier, pour essayer de parler. Et en sortant rapidement, il y avait une voiture qui revenait donc dans le parc auto. En sortant dans la foulée là et tout, et la voiture l'a pris. La voiture l'a pris, l'a percuté, et il est tombé, il est mort sur place. Donc voilà, la leçon à en tirer, c'est de ne pas être cupide et de ne pas toujours envier quelqu'un qui a ci, qui a ça, parce que comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Du coup, je vais te raconter l'histoire de la nièce à mon papa, que j'appelais affectueusement Tata Kiki. Tata Kiki, c'était une femme très brave, d'après ce que mon papa me disait. Elle a fréquenté au village et lors de l'obtention de son baccalauréat, mon papa a décidé qu'elle vienne vivre chez nous, genre quand je suis au Cameroun, à Yaoundé, à Bastos et tout. Et du coup, elle est venue, elle a fréquenté et elle était tellement intelligente, elle n'a jamais fait d'échec scolaire, jamais. Du coup, lorsqu'elle a terminé l'université, mon papa a fait en sorte qu'elle puisse être intégrée dans une grosse boîte.
Et elle a été finalement intégrée. Et comme toute grande personne, à un moment, décide de prendre son envol, elle a décidé de déménager, de quitter chez nous et se prendre son propre studio meublé et tout, et de continuer. Et mon papa, lui, il était tellement fier d'elle. Donc, du coup, un jour, la maman à Tata Kiki arrive à la maison et dit à mon papa, est-ce que tu sais, genre, ta fille, elle est gravement malade. Ta fille, elle est gravement malade et elle va mourir. Mon papa, lui, il est choqué en mode, comment ça, il est gravement malade? Comment ça, elle est gravement malade et elle va mourir? Je suis pas au courant et tout. Du coup, avec la maman à Tata Kiki, ils s'empressent pour aller à l'hôpital et ils trouvent Tata Kiki dans un état vraiment incroyable. C'était tellement triste. Elle était dans un état de moribonde, en mode moribond. Pour ceux qui connaissent pas moribonde, c'est une personne qui est déjà en train de mourir, quoi. Genre, on sait, on peut plus rien faire pour elle, quoi. Donc, du coup, mon papa regarde ses jambes sont tellement enflées, en mode, ses jambes, c'est comme des bouteilles de gaz, en mode, comme des éléphants. En bref, je passe. Et là, la maman à Tata Kiki dit, vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé et tout pour que tu en arrives là et tout. Et là, elle est en train de raconter comme quoi, à son lieu de service, il y avait un monsieur qui venait de temps en temps. Et chaque fois, le monsieur venait toujours vers elle. Et au final, elle a pris en affection le monsieur et le monsieur a commencé à lui faire comprendre que non, moi, je suis intéressée par toi. J'aimerais mentionner ce monsieur, il travaille à la présidence du Cameroun. Bah, Tata Kiki l'a connu, il travaillait déjà à la présidence du Cameroun, donc jusqu'à présent, il est là-bas. Mais je préfère taire le nom, comme tu nous as tant bien dit, de ne pas mentionner les noms. Du coup, elle a commencé cette relation avec ce monsieur-là. Et un moment, Tata Kiki constate que ce monsieur commet beaucoup d'infidélité. Le monsieur, je réitère, il n'était pas marié à cette époque-là. Il commet beaucoup d'infidélité. Tata Kiki, elle ne supporte pas. Et Tata Kiki, lui, pardon, elle lui fait comprendre si tu continues comme ça, moi, je suis plus avec toi et tout. Le mec, il demande pardon et tout, et il fait comprendre que, bah, étant donné que je veux faire du sérieux avec toi, je vais t'amener quelque part, genre, je vais t'amener à la présidence. J'aimerais te montrer un endroit et tout. Parce que, étant donné qu'il travaillait à la présidence, donc, il avait une petite maison là-bas, je sais pas trop, un appartement là-bas aussi, où il restait. Mais il avait aussi une maison hors la présidence où il se voyait le plus souvent avec Tata Kiki. Donc, du coup, Tata Kiki, elle était choquée en mode, ah, tu veux m'amener à la présidence et tout. Pour elle, c'était en mode, ouais, le mec, il veut vraiment officialiser. En fait, il veut se racheter, il veut maintenant montrer plus de sa vie, quoi. Donc, du coup, il amène Tata Kiki à la présidence et il fait entrer Tata Kiki dans une chambre qui est franchement obscure. Il demande à Tata Kiki de retirer les chaussures, de mettre son pied gauche sur le sol, genre à l'entrée de la porte. Et Tata Kiki réitère qu'elle ne voyait rien dans la chambre. Donc, du coup, elle met son pied gauche et le monsieur lui demande tu ressens quoi? Tata Kiki lui fait comprendre que, ouais, ici c'est chaud. Et maintenant, de l'autre côté, il demande, mets les pieds ici. Tata Kiki met les pieds. Et le mec lui demande, tu ressens quoi? Elle dit que ici c'est froid. Donc, pied gauche, c'était chaud et pied droit, c'était froid. Et le mec lui dit, ça va. Et là, et Tata Kiki lui demande, mais tu me montres ça pourquoi? Il y a quoi là et tout? Et le mec dit que non, c'est pour te faire comprendre que maintenant, toi et moi, on est liés et tu m'appartiens comme je t'appartiens. Bah, du coup, Tata Kiki en mode, parce que c'était une personne, bah, elle était pas très éveillée. C'était une personne naïve. Pour elle, c'était le travail, l'école, la famille. Elle ne connaissait pas les choses mystiques ou bien je sais pas trop quoi. Elle était pas vraiment avertie à ce sujet. Du coup, elle rentre et tout. La relation avec ce monsieur finit par se détériorer. Tata Kiki ne supporte
plus les habitudes de ce monsieur et elle décide de le quitter. Mais le monsieur, lui, il ne digère pas. Il dit à Tata Kiki que tu peux pas me quitter comme ça parce que toi et moi, nous sommes liés et tout. La meuf, Tata Kiki, elle se dit, mais écoute, mec, moi, je suis plus avec toi. C'est mort. C'est comme ça, Tata Kiki, elle décide de rencontrer, elle commence à fréquenter un autre monsieur. Et à chaque fois qu'elle fréquente un autre monsieur, le mec de la présidente l'appelle tout le temps en lui disant que ouais, t'es avec telle personne et tout et tout et tout. Et à chaque fois, Tata Kiki se tournait pour regarder, mais comment lui il sait, je suis à tel endroit, je suis avec telle personne. Dans sa tête, c'était pas possible parce que soit elle était dans un endroit fermé avec le monsieur, le nouveau monsieur qu'elle fréquentait, soit ils étaient en extérieur. Et le jour que cela avait vraiment choqué, elle était quittée de Yaoundé pour aller dans un village à côté de Yaoundé avec son nouveau monsieur et elle était habillée une veste rouge avec un pantalon tailleur noir apparemment et tout. Et le monsieur de la présidente l'appelle et lui dit j'en ai marre de tout ce que tu es en train de faire. Te voilà, tu continues à fréquenter ce monsieur que je t'ai dit je voudrais plus. La meuf lui dit, mais comment toi tu sais que je fréquente telle personne? Et même si tu le sais, toi et moi, nous ne sommes plus ensemble. Le monsieur lui dit à travers le téléphone que je t'ai dit qu'on est liés. Genre, tu peux pas me quitter. Et si tu continues, je vais te faire du mal. Chose que je ne voulais pas. Je t'ai tellement aimé. Et après, le monsieur lui dit, continue à bien croiser tes pieds. Tata qui dit, comment ça? Et en fait, en réalité, elle avait ses pieds croisés. Comment ça, tu sais que j'ai les pieds croisés? Il dit, ah ouais, tu sais pas, je sais beaucoup de choses sur toi. Dis-toi que je suis en train de te voir en ce moment. Tata qui stupéfait dit, tu me vois et du coup, moi, je suis habillée comment? Et le mec de la présidence décrit carrément comment elle était habillée. Carrément, genre tailleur jean, tailleur noir avec une veste rouge et tout. Et Tata Kiki commence à prendre peur. Et à chaque fois qu'elle dormait, le monsieur arrivait dans ses rêves. Elle se discutait avec le monsieur, parfois elle couchait avec le monsieur en rêve. Et le monsieur, à chaque fois, quand elle se réveillait après avoir fait des couches de nuit avec le monsieur, lui disait, j'espère que cette nuit t'a aimé. C'est comme ça que Tata Kiki a commencé, elle est entrée dans une église de réveil, elle a commencé à prier, mais là, elle n'a pas dit aux gens de la famille, bref, elle se disait, elle allait gérer quoi. Et à un moment donné, tellement elle faisait des couches de nuit, le mec ne faisait que lui dire, il faut qu'on se remette ensemble, Tata Kiki ne voulait pas. Un jour, elle a commencé à tomber malade. Elle tombe malade, elle voit ses pieds commencent à gonfler. Dans sa tête, elle se dit, ah, peut-être elle est enceinte de son nouveau mec et tout. Donc, du coup, comme parfois, il y a des femmes enceintes, leur symptôme, c'est la grossesse. Pendant la grossesse, les pieds gonflent. Elle se dit, ah ouais, je suis enceinte, mes pieds sont en train de gonfler. Mais au fur et à mesure que le temps passe, son état se détériore et ses pieds commencent à gonfler. Du coup, elle appelle sa mère qui est au village. Sa mère qui est au village arrive et constate et voit son état. Sa mère est au village. Elle connaît des munis ici. Chez nous, les Bandékis, c'est comme ça qu'on les appelle, des tradis praticiens. Elle contacte un tradit praticien qui se déplace et arrive et voit Tata Kiki. Et le tradit praticien lui fait savoir que, ah ouais, il se fait déjà trop tard parce que là, elle est entrée dans un truc d'elle-même et la personne est juste en train de la récupérer en fait. La personne est juste en train de la récupérer. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse reposer en paix sans que son âme se balade en fait. Et d'où elle raconte toute son histoire, étant à l'hôpital, ses pieds gonflaient au jour le jour. Et après avoir raconté cette histoire à mon papa, elle a fait encore 3 jours à l'hôpital et elle est décédée. Et en mourant, le sang est sorti de ses narines, de ses oreilles et de sa bouche.
Et après, en fait, la maman à Tata Kiki était venue nous voir et nous a fait comprendre que la tradie praticienne qu'elle avait fait venir de, de l'Ouest pour Yaoundé avait fait comprendre que le fait qu'elle avait mis ses empreintes, elle avait mis ses pieds, lorsqu'on disait ses choses, ses francs, en fait, le monsieur était juste en train de récupérer ses empreintes et elle était déjà en accord avec le monsieur. Juste pour faire comprendre la famille des MG, c'est pas parce qu'on aime un homme que on va faire ce qu'il nous demande de faire. Partir dans des endroits inconnus, il faut pas totalement faire confiance à un homme ou bien à une femme parce qu'on ne sait pas s'il est réellement comme nous, des personnes simples, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'humain. On ne connaît pas vraiment l'être humain, donc c'est un peu ça. Et faire vraiment attention à toutes ces grandes personnes qui sont dans des grands postes, qui sont dans des grands environnements, parce que au final, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans des pratiques bizarres. Et c'était un peu ça, l'histoire à ma tata Kiki, paix à son âme. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Je te souhaite à toi et tes abonnés une très bonne année 2025. Tous mes voeux. Joyeuses fêtes. Bonne fête. Bonne année. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. Cette histoire s'est déroulée à Yaoundé. L'histoire se déroule comme suit. Genre, c'était l'histoire d'une fille, non. On va l'appeler Sarah. Sarah, elle vivait avec sa tante, son oncle et tout. Ses parents étaient au village, sa mère et son père étaient au village, donc ils n'avaient pas les moyens. Ils étaient pauvres. Du coup, Sarah vivait en ville chez son oncle et sa tante. Bon, vous savez, c'est pas comme ça. Je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais quand tu es un enfant, tu ne vis pas chez toi, tu vis par exemple chez tata, chez tonton. Parfois, c'est souvent compliqué. Tu reçois souvent un traitement différent des autres enfants. Donc, c'était un peu compliqué parce que la femme de son oncle, elle était un peu méchante avec elle. Pas qu'elle la maltraitait, mais elle était très, très sévère. Elle était vraiment au moindre faux pas, je te renvoie chez tes parents. Donc, c'était vraiment ça. Elle marchait vraiment sur des œufs, en fait. Et du coup, elle allait donc à l'école. Tout se passait bien. Elle est donc arrivée en seconde. Elle a rencontré un gars de sa classe. Enfin, de l'école. Un gars de l'école. Et je crois que lui, il était en terminale et elle était en seconde. Ils ont commencé à sortir ensemble, ils ont lové. Tout se passait bien. Ils ont fait comme ça 1 an, 2 ans de relation. Le gars, il est parti à l'université. Il a continué à se chercher et tout. Et elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte comme ça, là, elle dit qu'elle veut enlever. Le gars lui dit non, n'enlève pas. On ne sait pas, il sort la fameuse phrase, on ne sait pas ce que cet enfant peut devenir demain. Elle dit non, je suis encore jeune, je vais enlever, je suis encore au lycée, comment tu veux que je garde un enfant, blablabla, je vis chez ma tante, je vais dire quoi à ma tante, je ne peux pas. Le gars lui a dit que je vais à l'université, mais je me débrouille, je vends les babouches et tout au marché. J'ai un peu, donc je pourrais subvenir à vos besoins, toi et à l'enfant. J'assume l'enfant. Viens rester avec moi dans la chambre où je vis. Elle dit non, elle ne peut pas. Blablabla. Bref, elle a dit qu'elle ne peut pas et qu'elle va enlever. Le gars lui a dit que, ok, fais ce que tu veux, mais je ne suis pas responsable. Et j'espère qu'un jour, cette histoire ne va pas te caler au cou. Elle a quand même décidé d'aller enlever la grossesse. Elle a dit au gars que non, Elle a dit quoi là? Elle n'a même pas dit qu'elle a enlevé. Elle a dit que non, elle a fait un accident. Elle a raconté une histoire. Mais le gars savait très bien qu'elle avait enlevé. Les deux le savaient, mais elle ne l'a jamais avoué de vive voix. C'est donc comme ça que le temps passe. Elle a son bac, elle va à l'université. Tout se passe bien, la vie lui sourit un peu. C'est comme ça que le gars aussi de son côté, dès que lui il a fini l'école à l'université, il a fait l'école d'ingénieur, il est devenu ingénieur informatique. Et c'est donc comme ça qu'il a monté sa petite société. Il avait donc en fait, sa petite société marchait bien, de telle sorte que quand il finissait de payer les employés, les charges, tout ça, il pouvait se verser un salaire de 350 à 400 000 lui-même. Donc, il vivait très bien. Il avait bien réussi, on va dire. Et ils étaient toujours ensemble.
tout allait bien. Enfin, voilà. Elle aussi, de son côté, elle a fini, elle avait son petit travail et tout. Et c'est donc comme ça qu'ils en ont décidé de s'installer ensemble, finalement, de se marier et tout. Tout s'est bien passé. Après, donc, encore, on va dire 1 an, 2 ans après, c'est dans le moment où le gars lui dit que bon, on est déjà bien, on a une situation, tout se passe bien. Maintenant, il nous faut donc des enfants. DMG. 1 an, 2 ans, les gars essaient d'avoir des enfants. Ils font, ils montent, ils descendent. Ils n'ont pas regardé encore le côté traditionnel. Ils montent, ils descendent. Ils essayent d'avoir des enfants, rien. Le gars commençait déjà un peu à perdre patience. Il lui dit, moi je t'avais dit, quand tu étais encore au lycée, tu es tombée enceinte. N'enlève pas l'enfant là, je te le disais. Maintenant, nous voici qui n'arrivons pas à avoir des enfants. Je te l'avais dit. Mais le gars, il aimait tellement la fille à ce moment-là encore que bon, il a dit que non. J'ai un peu les moyens, on va aller en France, on va essayer de faire la fibre, les trucs. Rien ne fonctionnait. Donc le gars a commencé à dire, ah, si tu avais gardé cet enfant, l'enfant l'aurait à tel âge aujourd'hui. Peut-être ça aurait été notre seul fils ou fille ou jumeau ou jumelle. Parce que voilà, nous n'arrivons plus à faire d'enfants. Donc le gars était déjà... Donc une petite rancœur s'installait déjà un peu. Et la fille ne comprenait pas pourquoi, ce qui se passait. C'est donc comme ça donc, elle a donc commencé à marcher. Elle allait dans les églises où on a dit que non, fais ceci, fais cela, fais cela. Et elle n'avait pas assez de patience parce qu'elle voyait qu'elle perdait déjà son couple. Parce que le gars devenait de plus en plus distant. C'était un peu compliqué. Elle a donc dit, et entre-temps, ce que je n'avais pas dit, c'est que quand elle est partie enlever, elle avait tellement peur. Parce qu'au moment-là, c'était vraiment le moment où les filles mouraient beaucoup de suite d'avortement. C'est-à-dire qu'on te demandait de boire un bouillon, une mixture, l'eau de javel, les trucs comme ça. Donc, du coup, elle avait peur. Elle avait donc son ami. Son ami lui a dit que, ah, si tu as peur, moi, je suis allée voir un homme. Là-bas à Yaoundé, je suis allée voir un homme. Et c'est l'homme qui m'a aidé à enlever. C'est l'homme qui m'a aidé à enlever ma part. Parce que son ami aussi, bon, c'était un peu les mêmes gens. Elle avait enlevé peut-être 3, 4 fois, 4 grossesses. Elle disait à la fille, ah, moi, si tu ne veux pas mourir, si tu as peur, si tu ne veux pas de complications, le sang, tout ce qui se passe là, apparemment, tu vas seulement chez l'homme là. Et l'homme là, en fait, il pose seulement la main sur ton ventre. Et net, le bébé part. Le mois prochain, tu vois tes règles normalement. Aucune douleur, rien, 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 rien. Elle avait dit, ah bon? Oui, je te dis, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je pars, il pose la main. Après, le reste, ça ne me concerne plus. Elle était donc partie chez l'homme là, à Yaoundé. C'est donc comme ça que elle était arrivée. Sa copine l'avait amenée là-bas. Il avait fait ces trucs-là. Il avait posé la main sur son ventre. Et c'est donc comme ça que l'enfant était parti. Elle avait eu ses règles. Elle ne s'est pas posé plus de questions. Elle s'est dit, ah, voilà, c'est fait. J'ai fait sans douleur, sans risque de mort. Ni vu ni connu. Ma famille ne sera pas au courant. Ok. Sauf qu'en faisant donc ça, parce que c'est là où elle part, donc, elle est donc partie chez un Alamimbu, un Ganga. Et c'est donc là-bas qu'elle part donc poser la question. Elle dit que non, avec mon mari, on essaie d'avoir des enfants, ça ne fonctionne pas, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et c'est donc en consultation donc que le Ganga lui dit donc que c'est ce qui s'était passé. L'homme que tu étais allé voir là, qui a posé la main sur ton ventre. En fait, non seulement il a retiré l'enfant en question, mais il a retiré tous tes autres enfants. Donc, en gros, pendant les années qui se sont écoulées, à chaque fois que tu as eu des rapports avec ton mari et que tu as conçu, le Nganga venait dans la nuit manger les enfants. Et c'est là où elle se rappelle que non, c'est vrai qu'elle faisait souvent des cauchemars en fait. Il y a une certaine période où elle faisait des cauchemars. On la poursuivait et tout. Et elle rêvait toujours qu'on la poursuivait et elle perdait beaucoup de sang. On la poursuivait, elle était essoufflée et elle perdait beaucoup de sang entre les jambes. Et elle ne comprenait pas. Elle se disait que non, ah, c'était vraiment périodiquement, c'était à chaque fois qu'elle tombait enceinte. Mais elle n'avait pas fait le rapprochement. Donc elle se disait que non, c'est des rêves comme ça. Ce n'était pas tout le temps. Et ça va arriver peut-être aujourd'hui, peut-être ça va encore arriver peut-être dans 7 mois. Voilà. Et que le Ganga lui a dit, tu étais destiné à avoir 4 enfants avec ton mari. Sauf que il a mangé les 4 enfants. Donc où tu es là, tu n'auras jamais d'enfants. Jamais d'enfant. La fille dit que comment ça, je n'aurai jamais d'enfant? Est-ce qu'il n'y a rien à faire Le Ganga lui a dit, il n'y a rien à faire. Tu n'auras pas d'enfant parce qu'en allant là-bas, ta copine, elle-même, elle savait. Elle savait et elle était de mèche avec lui parce que le Ganga en question, c'était son oncle. Donc, elle t'a amené là-bas. Elle savait très bien
ce qui s'est passé et elle bénéficie du sacrifice de tes enfants. Parce que c'est vrai, sa copine, c'était une grande dame là-bas à Yaoundé. Sa copine avait bien réussi, c'était une bosse, hein, sa copine. Elle dit, elle a bénéficié du sacrifice de tes enfants, en fait. Donc, DMG, voilà à peu près la petite histoire que je vais te raconter. Et pour en terminer avec cette histoire, elle s'est finalement séparée de son mari parce que son mari lui a dit, moi, je vais prendre une deuxième femme, celle qui va me faire les enfants. Parce que je t'ai tellement aimé que je t'ai pardonné, mais j'ai besoin d'enfants. Et je ne vais pas te chasser, je ne vais rien faire. Mais la seule solution qui est là, c'est que je prenne une deuxième femme et que tu vives avec elle comme ta coépouse. Elle a dit non, je ne peux pas. Elle a bavardé. Le gars lui a dit que si tu ne veux bon pas, on divorce. Elle a dit que non, tu ne peux pas me quitter, je ne veux pas divorcer, mais je ne veux pas que tu prennes une deuxième femme et tout. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Le gars lui a dit, je t'avais prévenu. Et sinon, comme ça qu'elle avoue au gars donc ce qui s'était réellement passé lors de cet avortement. Elle s'est décidée donc à lui dire. Le gars lui dit que, donc en plus, tu es allé voir un gangan, un marabout. Je ne peux plus. Le gars a dit, je ne peux plus donc rester avec toi si ma femme va chez un marabout. Comment nous avons souffert pour être ce que nous sommes maintenant là. Moi, je sais que je n'ai pas les mains remplies de sang. Je n'ai pas fait ceci pour avoir le peu que j'ai aujourd'hui. Je dors bien la nuit et je veux être avec quelqu'un avec qui je n'aurai pas peur la nuit. Et c'est donc comme ça que DMG, le gars a divorcé. Ça a été les pleurs partout dans le quartier, les problèmes et tout. Je vous passe les détails, mais c'est comme ça qu'il avait finalement divorcé. Donc, DMG, voilà la petite histoire. Commentez, likez, partagez et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille DMG et mes meilleurs vœux à tous. Je viens aujourd'hui avec une histoire réelle qui s'est passée au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Donc, il s'agit de deux amies. Je vais donc les surnommer Marine et Jessica. Et c'est des amis qui se connaissent depuis longtemps, qui ont grandi ensemble, vraiment depuis le bas âge, qui ont fait les études ensemble, qui ont été jusqu'à l'université. Et donc, l'une d'entre elles, Jessica, particulièrement chanceuse, a fini ses études à l'université, a eu un boulot directement et a rencontré un homme avec qui elle partage sa vie et est sur le point de se marier. Donc sa copine envieuse, jalouse, commence à ressentir de la haine envers sa meilleure amie et se pose des questions. Pourquoi elle a toujours eu de la chance depuis qu'on est petite, elle a toujours eu les bonnes opportunités, les meilleures occasions et dès qu'on finit à l'université, elle a un boulot, moi je galère encore et elle trouve un petit ami qui a beaucoup d'argent, qui vient d'une famille très riche et qui commence même à avoir des projets avec elle jusqu'au point de vouloir se marier. Mais moi, je suis toujours là. Vraiment, Marine commence à détester son amie intérieurement et elle se pose beaucoup de questions. Marine va donc auprès d'une autre de ses amies se confier en lui disant moi il faut que je trouve des solutions, tout ça. Et son amie en question lui propose donc d'aller voir un féticheur. Marine, vraiment motivée, décide alors d'aller voir ce féticheur-là. Elle arrive, elle va voir le féticheur et le féticheur lui dit tu veux prendre le mari de ta copine, ça ne va pas être chose facile parce que son amour est vraiment pur. Son amour est vraiment, vraiment pur. Mais si vraiment tu es capable de faire tout ce que je vais te dire à la lettre, il n'y a pas de problème, je vais te donner son mari. Marine qui dit moi je suis déterminée. Le mari de ma copine, je le veux. Il a trop d'argent, je ne peux pas le laisser, c'est pas possible. D'accord, le féticheur donc lui demande d'aller chercher 2 coques. 2 coques. Il précise, il dit ramène-moi 2 coques plus une bouteille en cassable. Désolée pour les bruits de fond, je suis loin de mes voisins. Donc je disais, le féticheur lui dit alors ramène 2 bouteilles, 2 coques plutôt, plus une bouteille en cassable. La fille s'en va et le lendemain, elle revient donc avec les 2 coques et la bouteille en cassable.
Le féticheur coupe les têtes des coqs, récupère le sang, met le sang dans la bouteille encassable, fait des incantations, il est en train de faire des incantations, il fait des incantations, ensuite il remet la bouteille à la dame et il dit « Vas-y, dis ce que tu veux du monsieur, parle, finis de parler, prononce son prénom, tout ça, et referme la bouteille. » Marine prend la bouteille et commence à elle aussi à parler. Je le veux, je veux tout. Je veux son âme, je veux son corps, je veux son argent. Je veux que tout ce qui l'appartient m'appartienne. Je veux qu'il déteste Jessica, ma copine. Je veux qu'il haïsse Jessica. Je veux qu'il se sépare d'elle, qu'il oublie même qu'elle existe. Elle finit de parler et elle prend elle referme la bouteille. Elle redonne la bouteille chez le féticheur. Le féticheur reprend la bouteille, fait des incantations, fait des incantations, fait des incantations, fait des incantations. Ensuite, le féticheur lui dit « Tu vas devoir faire un autre sacrifice, mais ce sacrifice-là, tu vas devoir le faire tous les jours. Parce que c'est ce sacrifice qui va maintenir la flamme, en fait, qui va maintenir la flamme de cet homme envers toi. Afin que cet homme continue à t'obéir comme tu veux, tu vas devoir le faire tous les jours. Donc, chaque fois que tu prépareras pour ton mari, tu prendras un morceau de viande que tu inséreras dans ton corps. Tu dormiras avec. Et le lendemain matin, tu pourras sortir ça de ton corps, cuisiner ça, et ton mari doit manger ce plat-là. Donc, tu prendras le bout de viande ou le bout de poisson que tu vas cuisiner pour ton mari. La veille, tu l'introduis dans le corps, dans dans le sexe. Tu introduis cela dans ton sexe. Ensuite, le lendemain, tu ressors le bout et tu le mets dans ta marmite, dans le plat dans lequel tu vas cuisiner pour ton mari. C'est comme ça que ton mari va t'obéir tous les jours, tout le temps et tout ça. La fille qui dit d'accord, il n'y a pas de problème. Entre-temps, cette bouteille-là, tu la gardes. Tu la gardes précieusement parce que c'est là où tu as enfermé l'âme du monsieur. Vas-y, t'inquiète pas, vous allez vous rencontrer naturellement et tout. Donc, Marine prend la bouteille et s'en va. Effectivement, tout se passe comme l'avait prédit le féticheur. Le monsieur se sépare de sa copine Jessica. Petit à petit, Jessica commence à avoir des problèmes aussi dans son boulot, tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'elle était aussi allée maudire sa copine dans le sens où elle voulait que sa copine soit malheureuse. Elle ne voulait plus voir sa copine heureuse en fait. Donc elle avait bloqué les opportunités, les chances de sa copine et tout. Ça ne lui suffisait pas de voler son mari, mais il fallait aussi qu'elle puisse la bloquer dans sa vie. Donc vraiment des semaines, des mois même passent. Et le monsieur tombe amoureux de cette dernière, donc Marine, et décide alors de se mettre avec elle. Quelques mois après, il se marie. Quand les deux se marient et tout, et Jessica l'apprend, elle devient triste, elle tombe dans une dépression, tout ça. Mais bon, ses proches lui conseillent de s'éloigner de cette dernière. Entre-temps, Marine, dans son foyer, elle commence alors à faire ce que le féticheur lui avait demandé, c'est-à-dire de prendre le morceau de viande, soit le morceau de poisson ou encore, en tout cas, ce qu'elle va préparer là, qu'elle prenne un morceau de cette viande-là, qu'elle introduit dans son corps, qu'elle dorme avec. Et c'est ce qu'elle faisait tous les jours. Elle prenait toujours un morceau qu'elle introduisait, elle dormait avec, le lendemain matin, elle sortait ça et elle cuisinait pour son mari. Et voilà, son mari était toujours docile, toujours obéissant, toujours à ses pieds, à vouloir faire à satisfaire tous ses moindres désirs. La mère du monsieur, donc, qui quitte le village pour venir rendre visite au monsieur, parce qu'il faut savoir qu'elle contrôlait le monsieur dans tout et pour tout. Et du coup, le monsieur n'avait même plus vraiment accès à sa famille, ne pouvait même plus aider sa famille, tout ça financièrement. Donc, la mère du monsieur décide alors de venir rendre visite. Elle quitte le village, elle arrive et elle voit le monsieur, elle essaie de se plaindre. Mais pourquoi tu es tout pâle comme ça? Pourquoi tu es faible? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui dit non, il n'y a rien, maman, tout va bien, tout va bien. Mais la mère du monsieur se posait des questions et elle trouvait ça bizarre que son fils soit dans cet état en fait. Parce que
physiquement, il était vraiment affaibli, il était pâle, il avait toujours les yeux un peu larmoyants. Donc, quelqu'un vraiment qui ne reflétait pas le bonheur alors qu'il avait tout pour être... Donc, la mère reste quelques jours, elle observe un peu comment ça se passe, elle voit comment la femme, donc Jessica est en train de manipuler son fils, tout ça. Donc, elle dit non, non, c'est pas normal. Elle essaye un peu de poser des questions et tout, mais elles sent que vraiment Jessica n'est pas, plutôt Marine, excusez-moi, Marine n'est pas, vraiment, elle ne sentait pas vraiment cette fille-là. La maman donc décide de repartir au village. Elle repart au village. Elle aussi, à son tour, va consulter quelqu'un, les féticheurs du village, là, tout ça. Que, ah, moi, mon fils, voilà, dans l'état où je l'ai rencontré, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'on a lancé quelque chose, une maladie, un sort, quoi que ce soit? Le monsieur qui dit, ah, cette femme-là, elle a enfermé ton fils quelque part, mais très, très, très loin. Il faut faire très attention, car c'est une femme qui consulte beaucoup et qui fait énormément de mal. Mais bientôt, ça va se terminer. La maman qui dit non, 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 il faut que tu me trouves un remède, il faut que tu me trouves quelque chose pour que j'aille désenvoûter mon fils. Le monsieur dit non, ne t'inquiète pas. Elle a tellement fait. Son heure arrive bientôt. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Sois patiente et tu verras. La mère qui dit bon, je ne peux pas laisser mon fils, je dois repartir là-bas pour rester avec lui. La maman donc revient dans la ville et tout, rester avec son fils. Elle arrive, et c'est toujours en queue de poisson là, toujours chien et chat entre elle et la belle-fille là. Elles ne s'entendent toujours pas. Comme à son habitude, Marine donc prend la veille, elle prend un morceau de poisson qu'elle introduit dans son corps et elle part dormir. Le lendemain matin, le mari qui se réveille souvent tôt pour aller se préparer pour le boulot, et généralement Marine, elle se lève 1 heure avant que son mari se lève pour aller à la cuisine, retirer alors le morceau qu'elle met souvent dans son corps. Malheureusement, comme on dit, 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Donc ce jour-là, elle se réveille très en retard, il est pratiquement 7 heures. Et elle sursaute du lit, elle se dit mince, il faut que j'aille sortir la chose. Elle court rapidement dans la cuisine. Elle était en peignoir, donc elle arrive dans la cuisine, elle enlève son peignoir, elle s'accroupit et elle commence alors à sortir. Vraiment, elle introduit ses doigts, elle commence à chercher, alors elle commence à chercher afin de sortir alors tout ce qu'elle avait mis à l'intérieur là pour mettre quelque part et cuisiner plus tard. Et le monsieur aussi se lève, il part à la cuisine pour aller prendre de l'eau. La maman aussi de son côté se lève aussi, toujours le matin en question. La maman aussi se lève et elle aussi elle part à la cuisine. Donc les deux se dirigent vers la cuisine et ils viennent trouver la dame en train de retirer le morceau. Donc ils assistent à la scène, comment elle est en train de retirer le morceau de poisson en question et qu'elle met dans une petite assiette. Elle couvre l'assiette et elle laisse quelque part dans un placard. Quand elle se retourne, tout le monde est là en train de la regarder. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? La fille est paniquée. Non, c'est pas ce que tu crois. Tout le mari qui dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Tout ça, tout ça. C'était la guerre totale. La guerre. La mère, elle est rentrée dans la chambre. Elle a dit, il faut fermer tes affaires, il faut partir. La maman du mari, donc, qui rentre dans leur chambre, qui ouvre les placards, commence à fouiller les affaires de Marine, donc de la fille, commence à fouiller ses affaires, fouiller. Elle farfouille partout, tout ça pour sortir ses affaires dans la colère, tout ça. Et dans son élan, elle fait tomber un sac à main. Quand elle fait tomber un sac à main dans lequel donc se trouvait la bouteille où on avait enfermé l'âme du monsieur. Quand elle fait tomber le sac, la bouteille incassable aussi se casse. Et dès que la bouteille se casse, mais le monsieur est désenvoûté, les idées reviennent au clair et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça donc, la fille, par honte et tout, quand elle vient découvrir que la bouteille est cassée, elle sort rapidement en peignoir, pieds nus. Elle sort de la maison rapidement, elle se met à courir.
en espérant aller retrouver le féticheur pour qu'il puisse rattraper parce que la bouteille s'est cassée et elle avait peur. Mais malheureusement, en route, elle devient folle. Et voilà. Du côté de son ami en question qui donc avait dû subir par rapport aux envoûtements et autres de sa copine. Donc, tout était redevenu dans l'ordre, tout ça. Après, voilà un peu l'histoire que je voulais vous raconter. Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez, likez et voilà, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter l'histoire. Je reviens encore avec une nouvelle histoire. La dernière histoire que j'ai racontée, j'ai vu tellement de commentaires comme quoi c'était pas une histoire mystique et tout. Je m'excuse pour ça. Bon, je reviens avec une histoire donc, qui a été vécue par mon oncle, le petit frère de ma mère. Cette histoire s'est déroulée il y a des années, je me souviens pas, je sais même pas si j'étais née. Bon, oui, je pense, j'étais née. Pour être bref, je vais d'abord vous dire que ma mère m'a toujours dit que mon grand-père n'était pas le genre à garder ses enfants, il n'était pas le genre à protéger ses enfants. Il a toujours fait ceci, prendre ses enfants et donner à ses frères et sœurs, comme je peux dire quoi, genre, tu as des enfants, tu accouches des enfants, tu ne les élèves pas, tu ne prends pas soin d'eux, tu donnes plutôt à tes frères que non, vas-y, élève-les. Et nous tous sommes conscients que chacun ne peut pas prendre, tu ne peux pas prendre soin de l'enfant d'autrui comme ton propre enfant. C'est ce qui est clair. Donc, mon oncle en question a été envoyé chez le petit frère de mon grand-père, un pasteur. Et l'histoire se déroule dans la ville de Douala. Mon oncle m'a raconté que je vais sauter beaucoup d'étapes. Il m'avait raconté qu'il vivait chez mon grand-père en question, le petit frère de mon grand-père. Il y avait une pièce dans la maison, donc qui était tout sombre. En fait, que les étrangers n'entraient jamais. Mais quand mon oncle est venu pour rester avec eux, il a demandé à mon oncle de partir dormir dans cette chambre. Et maintenant, quand il dormait dans la chambre, il dit dans la nuit, il ressentait des pas, des bruits, donc genre, comme si une personne montait sur le lit. C'était un étage, il dormait en haut, montait sur le lit. Et quand il se réveille, il ne voit plus personne. Quand il se recouche en haut, il suit les pas. Comment une personne monte sur le lit. Et dès qu'il se réveille, il ne voit plus personne. Ça a duré pendant 1 mois, 2 mois. Il a appelé mon grand-père au village pour se plaindre de tout ça. Mon grand-père a dit non, il faut supporter, c'est la vie, c'est comme ça, comme ça. Je dis non, mais tu ne comprends pas. Je suis en train de te faire comprendre que je suis des pas et des bruits quand je dors. Et tu dors dans une chambre qui est différente des autres chambres. Parce que la chambre, elle est comme une chambre froide. Elle est tellement glacée et elle est seulement dans le noir. En fait, il n'y a pas de lumière dans cette chambre. Je dis que non. Mon grand-père dit non, il faut supporter. C'est comme ça la vie et tout et tout. Jusqu'à arriver un jour où il est rentré de l'école. Il est venu se coucher dans la chambre. Quand il arrive dans la chambre, il s'endort totalement du genre. Il s'est endormi jusqu'à la nuit. Et donc maintenant, ce jour-là, il a donc suivi maintenant encore des pas dans la chambre et comment la personne montait les escaliers là, du lit en étage. Et maintenant, cette fois-ci, quand il se réveille, il ne peut plus se lever, il était paralysé. La personne arrive à côté de lui, la personne a soufflé dans son oreille. C'est là la personne est redescendue, la personne est partie et c'est là qu'il se réveille. C'est là qu'il dit, il se rend compte, il dit, est-ce que c'était un rêve ou bien? Il dit, il est encore tout petit, il s'est mis à prier, il s'est endormi.
Une semaine après, il tombe malade. Il appelle il dit à mon oncle qu'il est malade. Mon oncle dit, il faut acheter des... bref, son oncle, lui, pas mon oncle, c'est mon grand-père. Il dit à son oncle qu'il est malade. Son oncle dit, non, il faut acheter les paras, tu vois, bon, on achète des paras, rien. On fait tout, rien et tout. Maintenant, comme j'ai dit au début que mon grand-père, le petit frère de mon grand-père, quelque chose, c'est un pasteur. Donc, ce qui a donc fait que c'était donc arrivé dans le moment des grandes vacances. C'est comme ça qu'il était affecté dans une autre ville, la ville de Cribé. Il s'est rendu à Cribé avec toute la famille. Il arrive donc à Cribé là-bas avec mon oncle qui était malade aussi. Ils sont restés là-bas. Comme nous sommes à Cribé, bref, Cribé c'est le chemin, ce n'est pas loin du village. Il appelle donc mon grand-père, son père, pour dire papa, bon, comme ça, je suis malade, ça fait un mois, rien ne change et tout. Et tout. Du coup, non, il faut supporter. On prend les paras, tu bois et tout et tout. C'est comme ça que il ne fait que maigrir. La situation ne s'arrête. On ne l'amène pas à l'hôpital, pour préciser. On ne l'amène pas à l'hôpital. Il ne fait que maigrir. La situation ne s'améliore pas. Tout ça. C'est comme ça que il décide de comme il savait que dans la ville en question, il y avait la petite soeur de ma mère. Donc, celle qui suivait ma mère, je ne sais pas si elle suit directement ma mère, mais c'est juste qu'elle est la petite soeur de ma mère dans la même ville de Crépy. Il a décidé de partir à la recherche de ma tante en question. Il part dans la recherche de sa soeur. Il était tout maigre, au genre que il était comme un mort vivant. C'est là que il croise ma tante dans un quartier. Ma tante dit, elle s'effraie. Elle dit, c'est qui comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est là qu'il explique qu'il est malade. Ça fait déjà plus de 2 mois. Et que depuis, il appelle au village. Mon grand-père lui dit non, il faut supporter, il faut boire les remèdes. Et ma tante lui demande, on t'a pas amené à l'hôpital? Je dis que non, on ne m'a pas amené à l'hôpital, rien. C'est comme ça que ma tante lui prend, donc on l'amène à l'hôpital. Il était affaibli, tout. On arrive à l'hôpital, on lui met les perfusions, rien. C'est comme ça qu'une infirmière dit donc ici là, ça ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Prenez-le et amenez-le. Bon, faites de votre mieux, mais ce n'est pas une maladie de l'hôpital. C'est comme ça qu'ils portent donc mon oncle, les amène chez un quartier pâtissier. Quand ils arrivent là-bas, le quartier pâtissier dit à ma tante que mais il est déjà sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir. Je ne sais pas s'il y a encore grand chose à faire, mais il est sur le point de mourir. C'est comme ça que on appelle donc de couche à croix, on appelle donc mon grand-père au village, que voici l'enfant qui va mourir et tout et tout. Comme ça que mon grand-père se dépêche donc du village pour arriver à Cribé. Il est arrivé dans Cribé, il dit que non, il se disait que c'était juste un petit palu, que l'enfant ne l'a pas bien expliqué, alors que l'enfant l'avait tout expliqué. Comme ça qu'il tombe donc. Comme ça qu'il tombe donc. Il était en fait déjà malheureux. C'est comme ça que le praticien décide de les prendre. Il dit que bon, je vais le soigner. Il va faire 2 semaines avec moi ici là. Et je vous promets qu'il ira bien. C'est comme ça qu'on commence dans les remèdes. On commence les remèdes. Il est là, il s'en sort. C'est comme ça donc il raconte donc ce qui s'est passé. C'est là que on dit donc à mon grand-père que quand il partit dire à mon grand-père que en fait c'est le con. On l'a pris au con, mais il part là où il est là, il va batailler pour qu'il revienne. Donc le quartier pâtissier est rentré dans les batailles pour qu'il revienne. C'est comme ça qu'il a pu soigner mon oncle. Jusqu'à maintenant, mon oncle vit toujours. Mais on ne va pas dire que ça n'a pas eu ses conséquences. Ça a eu ses conséquences et tout et tout.
Mais tout ce que je peux seulement dire, c'est que prenez soin de vous. Les enfants, gardez toujours vos enfants chez vous, même si... Bon, ça dépend aussi des conditions de chacun. Je ne peux trop rien dire. Mais c'était mon histoire. Merci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Et surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.